Bon, ben, on va commencer sans plus tarder avec Romain. Donc, moi, je suis Sylvain Ploux, je travaille dans le service de télésurveillance du CHU de Bordeaux. Télésurveillance des prothèses cardiaques et de l'insuffisance cardiaque. Et Romain Chalier est chef de service de la cardiologie de Clermont-Ferrand. Euh, Exactement. Insuffisant cardiologue, rythmologue, un peu tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est chef de service, j'imagine. Multifonction, quoi. Multifonction, c'est le couteau suisse de Clermont. Non, Euh, et non, parce que donc, je suis encore honoragraphiste, donc pour cette session, on se proposait de faire des discussions de cas. Donc, il y aura Clément Riocreux qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la session. Et donc, disons que l'intérêt, donc je vais vous présenter un ou deux cas en fonction du temps euh, de patients qu'on a été amené à gérer sur l'hôpital de Bordeaux. Et donc, c'est pas des cas de best practice, c'est plutôt des cas de vie réelle où on va voir toutes les limites de la prise en charge de ces patients lourds, hein. Et donc, l'intérêt, c'est de poser des questions et de discuter et de critiquer la prise en charge, parce que vous verrez qu'on a, notamment pour le premier cas, pas mal galéré. Donc, je vais partager l'écran d'ores et déjà. C'est bon pour tout le monde là, ouais, on voit. Romain, tu peux me dire? ouais, très bien. Ok, donc on va discuter d'un premier cas. Donc, comme je le disais en introduction, c'est un patient lourd et pour lequel on a eu beaucoup de difficultés. Mais les difficultés sont assez intéressantes, je pense, à discuter, puisque ce sont des difficultés finalement relativement classiques et qui pourront nous aider, vous aider à l'avenir sur la prise en charge de vos propres patients. Donc, c'est un patient qui a 76 ans, qui a une grosse cardiopathie ischémique, qui est resynchronisé, mais finalement, il n'est pas resynchronisé parce qu'il a une intolérance à la stimulation VG. C'est quelqu'un qui a une chute du débit cardiaque lorsqu'on active la sonde VG, donc historiquement, il est plus stimulé. Il est en FA chronique. Il a même fait une FV en 2018. Voilà. Il a un historique de décompensation cardiaque assez important puisque en 2021, début 2022, il fait trois décompensations cardiaques successives. Il refuse le télésuivi. Il a en plus, et on va voir que une des problématiques à résoudre, une insuffisance rénale sévère, et il est BPCO. Donc, son historique pré-télésurveillance, ça commence en fait euh, en février, quoi. En février, il fait une hospitalisation. Il la rentre sur un tableau d'OAP avec exacerbation des PCO et on met en évidence une hyperthyroïdie iatrogène. Donc, il est pris en charge euh, à l'hôpital par des diurétiques IV et des antibiotiques. Donc déjà un premier commentaire, parce que j'ai fait des résumés de prise en charge, vous allez voir pour toutes les différentes hospitalisations de ce patient. Et un premier commentaire, c'est que l'hospitalisation des patients insuffisants cardiaques, elle se limite dans la très grande majorité des cas à des traitements très simples, et notamment des diurétiques IV. Deuxième remarque, c'est j'ai spécifié à chaque fois s'il y avait eu des complications au cours de l'hospitalisation. Et là, vous voyez que c'est une hospitalisation de 12 jours, donc la moyenne en France, entre 9 et 11 jours pour les décompensations cardiaques. Lui, il est sorti de l'hospice avec une escarre sacrée, avec bon, une crise de goutte, bon, ça en général, on s'en remet bien, et insuffisance rénale aiguë, bon, là, il a détérioré un peu sa fonction rénale, mais euh, pas de façon considérable. Donc, il sort avec un poids de 83 kilos, créate à 214, donc finalement, pas tellement altéré. Il a quand même un NT-proBNP élevé et un INR qui n'est pas à l'objectif. Donc ça, c'est fin février. Euh, Juste, et ouais, excuse-moi, je peux te couper. Ce qui est vas-y. vraiment important aujourd'hui, si tu peux revenir sur la diapo d'avant, et ce pourquoi on n'est pas toujours bon, nous, cardiologues et hospitaliers, c'est vraiment de faire préciser le NT-proBNP de sortie. Là, quand même, on voit que c'est extrêmement péjoratif, hein. Quelqu'un qui a un NT-proBNP à 17 000 en sortie d'hospitalisation post-insuffisance cardiaque, c'est quand même Ouais. vraiment sévère. Vous savez qu'il y a un cut-off au-delà de 2000. On sait quand même que le pronostic est moins bon. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir la référence sur les courriers de sortie pour Et, faciliter la prise en charge après. et donc, ouais, pour revenir sur les complications, là,
l'idée, c'est de dire, en fait, quand on y prête attention, l'hospitalisation, l'hôpital, c'est quand même un endroit hostile pour les patients, quoi. Si vous faites au hasard la revue des dernières hospitalisations pour insuffisance cardiaque de vos patients, vous allez voir qu'ils ont, pour la plupart du temps, des complications. Nous, dans notre service, c'est 30% environ. Et donc là, vous voyez, ce sont des complications assez classiques, mais qui sont évitables. Euh, et donc, si vous voulez, ça illustre l'intérêt majeur d'éviter les hospitalisations pour ces patients et de les prendre en charge à la maison. D'autant plus que, bon, vous voyez que l'ordonnance de sortie, donc j'ai mis en rouge les modifications qu'on pourrait considérer délétères et en vert les modifications qu'on pourrait considérer comme vertueuses. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on a arrêté l'Entresto, on a arrêté Jardiance. Autre mauvaise nouvelle, c'est qu'on a diminué le bisoprolol par deux. Ça, par expérience, c'est vraiment pas bon parce que sur des patients comme ça, on n'arrive jamais à revenir en arrière, quoi. La Furo, ben, j'ai mis en vert parce que bon, finalement, moins on en a, mieux ça vaut, sous réserve qu'on ait quand même la bonne dose. On a transformé le Diffuca en spironolactone, donc ça, c'est plutôt une bonne option. Bon, et puis bon, en ce qui concerne son cas précisément, il est en hyperthyroïdie, donc on lui a arrêté le lévothyrox, c'était plutôt une bonne chose. Donc là, finalement, l'hospitalisation sur le plan de l'ordonnance, elle est quand même pas Mm. formidable, puisque bon, il perd deux traitements majeurs, un Tresto Jardiance, on diminue par deux son bisoprolol. Bon, et certes, on introduit la spiro, mais enfin, bon, il n'est pas gagnant sur l'ordonnance de sortie, on va dire, hein. Donc, ben ça, c'est quasiment 10 jours plus tard, quoi. 10 jours plus tard, il est réhospitalisé. Pas de facteur déclenchant cette fois-ci. Et sa prise en charge, de nouveau, diurétique IV. Et alors là, il a une complication essentiellement d'insuffisance rénale aiguë, mais là, pour le coup, assez sévère, puisqu'il en est monté jusqu'à 435 de créate. D'accord? Et sa créate de sortie, c'est 340. Alors là, je suis désolé, il n'y avait pas le NT pour BNP. Ça, c'est un autre commentaire qu'on pourrait faire, c'est que moi, maintenant, de toute façon, vu que les patients ils sont quasiment tous sous Entresto, je fais plutôt que du NT pro NP, mais il vaut mieux éviter d'alterner parce que sinon, on n'a jamais les bonnes références. Le Euh, NT-proBNP est quand même plus stable, en plus de l'intérêt pour les patients sous Entresto, mais le NT-proBNP est plus stable et donc c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir le comparer. Et moi, j'ai une remarque. Vous aviez tenté, j'aurais probablement essayé aussi la Spiro chez quelqu'un qui était en insuffisance rénale chronique, mais on voit il est arrivé, c'est ça, à 258 de créate dans le il est service. arrivé à 258, ouais. Et finalement, on n'a pas une augmentation de 20%, donc c'est pas la mise en place de la spironolactone qui l'a mis en carafe, c'est Non, vraiment les diurétiques IV, quoi. ouais, il a été trop diurétiqué. Ouais, trop diurétiqué. Donc ça, c'est une remarque plutôt à l'attention des internes parce que c'est eux qui font les prescriptions en général sur ce genre de prise en charge. C'est qu'on est content quand les patients ils perdent 3 4 kilos par jour et qu'ils ne restent pas longtemps, mais l'insuffisance rénale aiguë, c'est une complication qui est quand même assez grave parce que c'est assez peu fréquent qu'on arrive. Enfin, il y a toujours un peu de séquelles quoi, de ces insuffisances rénales, hein. Et donc, quand vous avez des hospitalisations itératives, ben, finalement, votre rein, il descend l'escalier, quoi. Et ce Donc, qu'on bon, là, ce qu'on peut ouais, voir aussi, c'est qu'il a perdu 4 kilos entre la sortie d'hospitalisation précédente et celle-là, ouais. ce qui est beaucoup, hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, soit il a eu beaucoup de diurétiques, soit il rentre déjà dans la cachexie cardiaque. Non, Parce que alors justement, c'était pas la cachexie et probablement, si tu veux, qu'on l'avait laissé partir un peu trop, enfin, pas assez déplété la dernière fois, mais peut-être là trop, quoi, 79. Ouais. Bon, on va voir dans la suite, hein, mais donc là, pour le coup, on arrive à le convaincre de se faire télésurveiller. Donc, quand on en avait déjà parlé la dernière fois, mais bon, donc du coup, on lui explique l'intérêt, on lui explique ben, les mesures qu'il va avoir à faire et assumer, et puis aussi la possibilité de faire l'accompagnement thérapeutique. Donc, il sort, donc il a toujours son biseau, le furosémide a été augmenté.
Parce qu'on s'est dit, bah, il est revenu au bout de 10 jours, donc c'est qu'il était sorti avec pas assez. Là, on fait machine arrière sur l'Aspiro, ce qui sort avec 350 de créate, donc on repart sur des FUCA. Et là, j'ai mis en orange une modification thérapeutique qui est assez discutable, c'est qu'il était sous Préviscan, un antivitamine K. Il sort à 350 de créate et on dit on va le mettre sous Eliquis, quoi. Alors, en reprenant le dossier, j'ai vu qu'il était rentré avec 6 d'INR, donc je pense que les médecins qui l'ont pris en charge, dont j'ai fait partie, on avait dit bon, bah, il gère pas son INR, même s'il a une clairance basse, on va tenter les liquides amidose. Bon. Euh, donc, bon, finalement, il se retrouve avec une ordonnance d'insuffisance cardiaque assez maigre, puisque son seul traitement, ça va être bisoprolol 5. D'accord? On rappelle que donc les gens insuffisants cardiaques dans sa catégorie doivent être idéalement sous bisoprolol pleine dose, Entresto ou IFC, spironolactone ou Inspra, Et et maintenant une glyphosine. Bon, lui, il a un seul traitement amidose, donc il n'est pas tellement armé pour prévenir la récidive. Donc ça, c'est le début de sa surveillance. Et ce qu'on voit, c'est que assez rapidement, ce patient, il prend du poids. Donc on est entre 82 et 83, 84. Mais déjà, sur les premiers jours de télésurveillance, c'est pas un patient qui va rester stable. Au niveau des symptômes, donc là, ce sont les symptômes, vous savez, de modification des symptômes par rapport au jour précédent. Il n'était pas symptomatique jusque vers le 19, 20, 21, on va dire, 22 mars. Et lui, il dit il est plutôt dyspnéique à l'effort. Donc là, j'ai fait des copies d'écran de ce qu'on appelle le carnet de bord de la prise en charge. Et donc, on nous dit, bon, ben, le 18, vu la majoration du poids, on va majorer de l'Azilix à trois quarts, accompagné de potassium, et on prévoit un bilan sanguin. Bon, donc là, je dirais, il n'y a pas tellement de... C'est plutôt une prise en charge classique, on va dire. Euh, mais 2 jours après, donc c'est là qu'on reçoit l'alerte de symptômes. Le patient dit qu'il est dyspnéique à l'effort, donc là, il est appelé par l'infirmière. Et puis, finalement, il est aussi dyspnéique au repos. Lui, il avait signalé que l'effort, mais à l'interrogatoire, il est dyspnéique au repos. Il a des œdèmes des membres inférieurs. Il doit faire le bilan le lendemain. Donc là, on décide de nouveau majorer le Lasix. Cette fois-ci, bon, on va faire un demi, donc ça va faire un entier, et on ajoute les Hydrex. Donc ça, Romain, je ne sais pas si assez rapidement vous mettez en place un thiazidique, mais si on prend la même stratégie, parce qu'effectivement, il y a dans le syndrome cardio-rénal et d'ajouter, alors c'est pas forcément, mais on peut faire des cures de 2, 3, 4 jours qui permettent souvent de réenclencher la diurèse et d'améliorer les symptômes. Après, mais c'est bien écrit là, il faut vraiment avoir une surveillance rapprochée du bilan sanguin. ouais, c'est ça. Alors bon, ça c'est une stratégie ouais, que j'avais déjà discuté avec un confrère néphrologue. Les Hydrex, ouais, ça a un effet quand même. Il y a un effet synergique avec le Lasilix. Donc, au lieu de monter sur des doses extrêmement hautes de Lasilix, ça vaut le coup souvent de mettre un peu de thiazidique. Et effectivement, comme disait Romain, souvent ça permet de déclencher la diurèse, quoi. Donc, là, comme le patient n'était pas bien, donc je lui dis on lui dit d'en prendre un maintenant. C'est plutôt son épouse qui gère un peu le pilulier. Souvent, c'est le cas hein, sur les patients comme ça. Et puis, on envoie l'ordonnance à la pharmacie. D'accord? Bon, ça, c'est vrai qu'envoyer l'ordonnance sur une adresse patient privé, c'est théoriquement pas ce qu'il faut faire. D'accord? Parce qu'il y a une possibilité de violation du secret médical, on va dire. Donc, si vous le faites, c'est vraiment avec leur consentement et en, en spécifiant que c'est un message confidentiel et qui ne doit pas être ouvert par d'autres personnes. S'il y a une des filles du service, ça c'est quoi l'entête du message qu'on envoie là? Aurélie ou...
ou Estelle, ou tout le monde dort en fait. Bon, on a un en-tête spécifique pour les messages qu'on envoie aux patients. Et j'ai découvert récemment, peut-être que quelqu'un de l'Assemblée peut nous en dire plus, que les patients ont aussi une adresse MS Santé. Et donc, on va un peu investiguer ça dans le service parce que ce serait la solution sur le plan médico-légal la plus appropriée. Donc, en fait, on envoie à la pharmacie, qui est d'ailleurs n'a pas une messagerie sécurisée, ce qui est non plus. Sylvain, si tu veux, elles sont revenues, tes collègues. Si tu veux leur redemander l'entête. Ouais. Donc, je disais, s'il y a des infirmières du service, là, quand on envoie un message au patient, c'est quoi l'entête message confidentiel euh, quelqu'un peut préciser ça, là? Non, toujours pas. OK. Euh, OK. Donc là, bon, le patient, bon, il y avait un poids à la baisse. Alors ça, c'était un truc un peu bizarre. Bon, donc on reçoit en fait les alertes de son bilan. Et donc là, on est à 25 000 de NT-proBNP. La créate, elle n'est pas modifiée. On avait fait faire la ferritine. Donc, je ne sais pas si vous faites ça, Romain, de façon systématique, la On le recherche. fait, si on l'a fait régulièrement après, pas forcément dans le cadre, en même temps que la poussée d'insuffisance cardiaque, mais Ouais, ouais, c'est elle est ça, ouais. faite régulièrement. Ouais. Et après, on les fait soit venir en hôpital de jour pour avoir une injection de fer, soit on a aussi créé des partenariats avec les HAD qui peuvent les faire pour les gens qui habitent trop loin. Ah ouais, ouais, c'est ça. Parce que là, donc, l'idée, c'est de voir s'il y a effectivement une carence ferrique. Et c'est le cas chez lui, d'ailleurs. Euh, et du coup, ça peut, ouais, ça se gère. Alors là, effectivement, dans le cadre de l'urgence, je sais pas trop pourquoi on l'avait demandé, mais sinon, c'est hôpital de jour, ouais. HAD, ouais, ça, on n'a pas ça, nous. Mais, bon, donc, La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il a une créate qui est moins haute. ouais, ouais, mais alors peut-être parce qu'il est dilué, quoi, aussi. Mm. Mais, donc, en tout cas, bon, son NT-proBNP augmente. Et alors, après, la suite de sa surveillance, là, c'était un peu bizarre. Il y avait une baisse de poids que j'ai pas trop bien compris. On n'a pas trop su s'il avait bien utilisé la balance sur ces quelques jours parce que, alors ça, c'est sa pression artérielle, que finalement, pas trop mauvaise sur ce tableau d'insuffisance cardiaque. Il a une fréquence cardiaque en FA chronique relativement contrôlée. Euh, voilà. Alors après, il a la problématique que je voulais discuter, c'est que on nous dit que on appelle le patient et finalement on s'aperçoit que le patient il n'a pas pris le traitement exactement qu'on lui avait préconisé. D'autant plus que vous avez vu que le traitement il a changé plusieurs fois en 72 heures. Donc il dit bon bah finalement elle va faire attention les jours qui viennent. Les jours qui viennent c'est le lendemain. On s'aperçoit qu'il a jamais pris les Idrex, d'accord? Bon alors finalement bah, on lui dit bah, il faut le prendre, etc. Euh, Donc, on se méfie, on rappelle la femme, l'épouse du patient, pour lui dire, pour vérifier que l'observance est bonne. Bon, puis après, donc là, il y a quand même visiblement une problématique de suivi des prescriptions. Et là, vous voyez, le poids réaugmente. Je me demande s'il est vraiment baissé un moment, mais bon, en tout cas, on se retrouve. On avait laissé un patient, on avait commencé à 79 kilos et là, on est déjà à 84. Voilà. Donc, le truc, c'est on voit bien que ni le patient, ni son aidant, qui est son épouse en l'occurrence, n'arrive à prendre en compte les modifications itératives. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple, à Clermont dans ce cas de figure? Peut-être qu'on se serait rapproché de son infirmière de proximité ou infirmière libérale pour Ouais, qu'elle voilà. passe régulièrement et quotidiennement après avoir échangé avec nous et du coup adapter la dose au quotidien avec elle, peut-être. Le bordel. Ouais, alors je reviens parce que j'avais pas vu le chat là. Donc, nous, ce qu'on envoie, c'est quand on envoie une ordonnance à un patient, alors déjà, on lui demande s'il est OK pour la recevoir sur son adresse personnelle. Et on met sur l'entête du mail, c'est personnel confidentiel, alerte télésurveillance à l'attention d'eux. Euh, Et Thierry Poux nous signale que chaque personne ayant un compte Mon Espace Santé dispose d'une adresse email sécurisée de type MS Santé. Et donc, ça, on va voir pour l'utiliser plus. Donc, je ferme la parenthèse et du coup, bon, voilà, nous, c'est la solution qu'on a engagée, c'est-à-dire faire intervenir des infirmières à domicile
pour donner le traitement. Parce que là, pour donner et prendre en charge les modifications itératives de traitement. Donc, on l'a envoyé par voie postale. Voilà. Est-ce que la femme a des troubles de la mémoire? Bon. Et donc, on demande à une infirmière libérale de venir. Bon. Et puis finalement, le temps qu'on mette en place cette affaire-là, le patient était demandé en hospitalisation parce qu'il était trop dyspnéique. Donc, il est attendu dans notre service. Ce que j'ai mis, bon, c'est un échec de la prise en charge. Bon, si on veut voir les choses enfin, le verre à moitié plein, c'est qu'il passe pas par les urgences. Et ça, c'est un travail qui a été réalisé à Clermont sur plus de 1000 patients qui montre que la télésurveillance est un très, très bon moyen d'éviter le passage des patients aux urgences. Donc, lui, en l'occurrence, on l'hospitalise dans le service. Euh, donc, il reste, j'ai le bon qui me gêne, mais il reste 12 jours pour une déconvention cardiaque sans facteur de déclenchant. Encore une fois, le traitement, c'est uniquement les diurétiques IV. Alors, il fait deux complications. Il fait un œdème aigu du poumon, je pense, le lendemain de son admission, qui part aux soins intensifs. Et puis, dans l'hospitalisation, il refait une insuffisance rénale aiguë. Et il sort. Donc, le poids de sortie, bah, c'était son poids, on va dire sec, hein, mais avec une créate augmentée. Et le BNP, j'ai pas de NT là-dessus. Euh, OK. Donc, l'ordonnance, bon, mais là, c'est pas bon parce qu'on a encore diminué le bisoprolol. La Furo, bon, on l'a diminué à 250. On a arrêté Zydrax et on a réintroduit Forxiga. Pourquoi vous avez diminué le biseau? Là, je t'avoue que je ne me rappelle pas, mais je pense qu'il a dû être diminué aux soins intensifs sur l'OAP, un truc comme ça, puisqu'il est resté 2 3 jours aux soins. Et donc, il a dû être diminué là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, une fois que c'est diminué, C'est difficile compliqué. de le Nous, remettre. ce qu'on essaye de faire, mais c'est jamais évident effectivement de le faire. Et après, Clément, il viendra vous présenter un cas de télétitration. Mais ce qu'on essaye de le faire, c'est de, si on le diminue, c'est de revenir, pendant l'hospitalisation, d'essayer de revenir à la dose initiale. Alors, c'est pas toujours possible, mais ce qu'on voyait quand même, c'est que sur les courbes de fréquence, et c'est intéressant, notamment chez ce patient en FA, c'est qu'elle était bien contrôlée, sa fréquence cardiaque en FA. On était largement en dessous de l'objectif de 100 battements ou 110 battements par minute au repos. Et donc, c'est vrai que si on n'a pas d'état de choc cardiogénique, de réussir à maintenir le bisoprolol, Ouais. c'est important. Ouais, dans la mesure du possible, faut pas y toucher, ouais. Ouais. Parce qu'après, voilà, c'est compliqué de revenir. Alors, ouais, je sais que Clément va nous présenter un cas de télétitration, ce qu'on fait aussi beaucoup à Bordeaux. Alors après, l'enjeu, c'est de dire, bah, il part chez lui à 2,5, mais on va le remonter à 5 plus tard. Tiens, Mais Sylvain, il y a une question. Est-ce que pendant l'hospitalisation, le patient est vu par une diète, IDE pour éducation, régime hyposodé? alors, non, il n'est pas vu par une diète en particulier. Euh, Non, il n'est pas vu par une diète en particulier. Ces patients comme ça, souvent, ils sont vus par Charlotte, notre IPA, un entretien individuel sur la prise en charge diététique. Euh, et ils ont aussi, donc, on organise des visioconférences qui sont bimensuelles. Il y en a 6 par après-midi. Et dans le catalogue de ces visioconférences, il y a maintenant 9 thématiques. Il y a la diététique, quoi. Euh, Et donc, ces patients sont conviés tous les 2 jeudis à ces réunions. Bon, lui, pour couronner le tout, c'est peut-être aussi un des facteurs d'échec, hein, c'est il se connecte pas à ces sessions. Et donc, voilà. Il est pas, c'est vrai il n'a pas un régime alimentaire complètement en adéquation avec sa cardiopathie, hein. Alors, n'hésitez pas à alimenter le chat comme ça, avec des questions comme ça, parce que c'est profitable à tout le monde. Là, l'idée, c'est, vous voyez bien que c'est un patient, bon, donc il a fait deux décompensations cardiaques successives avant d'être pris en charge, et il est pris en charge à distance, mais on est en échec aussi. Et vous voyez, donc, ça, c'est le temps d'hospitalisation, il n'y a pas de transmission. On reprend le télésuivi, et malheureusement, vous voyez qu'on n'arrive pas.
à le maintenir sur son poids de sortie. Et donc, quand on va arriver vers le 22 avril, là, on va rentrer en zone d'alerte poids. Euh, Au niveau du NT-proBNP, ça c'est le NT, on est toujours sur 20 000. La créate en sortie d'hospice, on avait un peu cramé le rein, mais bon, là, on repasse sur 200, mais peut-être à faveur d'une dilution, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, les commentaires, c'est bon, ben, on voit la prise de poids, on majore à 40 mg de Lazilix le midi. Bon, là, on peut dire peut-être qu'il y a 40 mg de Lazilix pour quelqu'un qui est sous 250, c'est pas suffisant, a posteriori. Euh, Là, on est en relation avec des IDE. Euh, bon, l'IDE dit patient asymptomatique sur le 24. Et puis, on arrive rapidement au 26. Le patient a été vu par le médecin traitant. Il est finalement dyspnéique. Il a pris du poids. Il est même incohérent. Euh, il a mis sous Lasilix, Risperidone, Morcérine. Bon, en fait, il est incohérent parce que je pense qu'il est en bas débit cérébral carrément, hein. Mhm. Euh, Très anxieux. Ça, on est le 26. Bon, finalement, dans l'après-midi, on va l'orienter vers une nouvelle hospitalisation. D'accord? Sans passer par les urgences, OK. Les causes de l'échec, là, c'est trop faible dose de diurétique, on peut prendre, on peut dire, et peut-être il a un traitement de fond trop léger, quoi. On se rappelle que son traitement de fond, c'est bisoprolol de 5. Donc, je repars sur la courbe. Vous voyez, c'est un peu, c'est assez déplorable de voir ça, quoi. On n'arrive pas à le maintenir chez lui. Euh, Une fraction d'éjection, il est complètement au ouais, tapis. ouais, il a 20, lui. Hmm. Ouais. Donc, je ne sais pas si Clément ou Romain, vous auriez euh, suggéré une autre prise en charge, mais bon. Alors, je laisserai Clément en parler parce qu'on l'a déjà fait. C'est de faire des cures itératives de lévosimodan, où Ah les ouais. gens reviennent Ah ouais. Alors, ouais. et Ouais. voilà. Bonjour, excusez-moi du Ouais, retard. voilà. C'est lui le spécialiste, il va nous dire. Toujours la première écho d'effort qui est positive. En fait, Clément, le dossier, c'est effectivement. un monsieur de Ouais, non, non, mais 70 j'ai ans. vu, T'as ouais, vu? c'est terrible. Bah, il a tous les pronostics pour que ça se passe mal. Et effectivement, si en plus on a du mal à juguler. Alors moi, il y a deux hypothèses que j'ai fait. Je sais plus combien de doses de furosémide il avait. En gros, chez les mecs qui deviennent résistants au furosémide, j'ai fait plusieurs fois des switches par Burinex Ouais. pour essayer d'attraper le côté pharmacodisponibilité, avec souvent des doses de cheval pour voir si en fait c'était un problème d'absorption du furosémide ou l'association avec les hydrex. Mais s'il doit avoir de les hydrex au long cours, bah, on se retrouve souvent le bec dans l'eau. Et le lévocimandant, effectivement, on l'a fait, par contre, sur des projets plutôt palliatifs. Mais avec, quand on arrive à faire cure de lévocimandant, enchaînement par un peu de réadaptation et quelqu'un qui est proactif, on arrive à sortir, on a réussi à sortir plusieurs fois de ça. Mais dans un Ouais. projet palliatif, puisque c'est très expérimental, avec des Là, tolérances plutôt correctes. là, on n'est pas très loin, quoi. Je sais pas la Oui, suite, ah bah on dira, complètement. mais là, on est, à mon sens, pas très loin du palliatif. Mais... Oui, oui, bah, on est sur du palliatif, mais donc c'est assez intéressant cette discussion parce que moi j'avais posé la question à François Picard, par exemple, euh, sur l'Evo ou sur le tonique cardiaque là, qui est par voie orale. Là. Je sais pas si vous en faites. C'est Bravo. un salinotrope positif par voie orale. Là. Ah, le Mercabil, là, Ouais, ouais, au Mecamtiv Mercabil. ouais, bon, donc j'avais posé cette question-là. Il me dit, bon, ben, nous, on ne fait pas s'il n'y a pas un projet thérapeutique derrière, quoi. Donc, tu vois, c'est deux approches différentes. Ouais. Si, Mm. si tu dis, moi, j'arrive à l'amener jusqu'à la réadapte et qu'après, entre guillemets, il est stabilisé, c'est intéressant aussi quand même. En gros, on a eu deux cas de figure. J'ai un patient, mais j'ai un souvenir. Alors, je te parle de 6, 7 patients au recul, hein, donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de très évocateur. Mais on a un patient chez qui on a réussi à le faire passer le cap, réadaptation, greffe. Donc, il était jeune, ça s'est bien passé, etc. Idéal. On a eu plusieurs patients, c'est jusqu'à la fin de vie. L'idée, c'était de se dire, bon, vous allez revenir à l'hôpital, mais revenez plutôt de manière programmée tous les 15 jours pour une cure de lévocimandant et une déplétion. En fait, on faisait un peu de l'itératif comme ça. Et donc, avant d'attendre, on s'est dit, vous allez revenir de toute façon, mais autant qu'on soit organisé pour. Donc, il revenait par exemple les lundis,
il avait le temps de passer le week-end, on lui faisait sa cure de lévocimendant, il prenait un bolus de furosémide, il restait la nuit, puis il repartait le lendemain. Et on se disait, ah, dans 15 jours. Et on a fait ça 6 ou 7 fois jusqu'à ce qu'il décède un jour chez lui, et il n'a pas fait de passage aux urgences, il n'a pas réexpérimenté les sensations d'étouffement, etc. Ouais, Donc c'est purement palliatif. On avait fixé ça avant. On a fait la première cure aux soins intensifs pour voir le côté rythmique et les cures d'après en service conventionnel, sans bilan biologique préalable, juste simple, à l'image d'une chimiothérapie palliative finalement. Et ouais, d'accord. c'était pas mal parce que Ouais. ça, lui en tout cas, ça lui correspondait bien. Ouais, ça lui évite d'être hospite, c'est programmé, ouais, c'est pas Voilà. mal. Et nous, ce qu'on trouvait quand même, et le recul que tu en as, Clément, c'est qu'en termes de qualité de vie, quand même, c'était nettement mieux pour le patient que de passer soit par les urgences, soit même d'être réhospitalisé 12 Mm. jours. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, euh, ce qu'il faut avant de mettre ça en place, et ce qu'avait parfaitement fait Clément, c'est qu'il faut l'expliquer aux patients, hein, que quand même le projet, c'est de l'accompagner en termes de qualité de vie, mais qu'on reste dans du palliatif, parce que si les gens après ils vont se renseigner et qu'ils savent qu'on leur fait des amines, il y en a qui peuvent espérer se dire, ah bah ça veut dire qu'ils ont encore un espoir pour moi. Donc ça, c'est quand même Ouais. important de bien le border avant. Ok, les gars, ouais. Un autre commentaire, Clément? Non, non, mais c'était, ouais, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai, mais basé sur, encore une fois, plutôt du sentiment. On le propose pas à tout le monde. On l'avait fait une fois à une vieille dame qui malheureusement a fait des problèmes rythmiques et du coup elle a eu un choc, sans doute enfin, approprié, mais déclenché un peu par le lévocimendant, ce qui nous a fait arrêter les cures. Donc c'est pas anodin, mais c'est des projets, je pense qu'on arrive pas mal à présenter aux patients et jusqu'à présent, notre dizaine de patients, c'est plutôt bien déroulé, conforme à leurs souhaits surtout. Et ça m'est revenu le médicament dont je parlais, c'est le Vericiguat. Ah, le Vericigat, ouais. On a participé à Victoria à l'époque du professeur Citron il y a une dizaine d'années, mais je crois qu'il sera jamais bien commercialisé puisque ils sont pas alignés en termes de prix, je crois. Ouais. Euh, donc pour revenir à notre loulou là, donc lui il est hospitalisé moins longtemps, on peut dire. Bon, ok. Et puis cette fois-ci il n'a pas de complications, peut-être parce qu'il reste moins longtemps aussi. Il ressort quand même avec un BNP vraiment élevé. Alors est-ce que son ordonnance a été améliorée? On est revenu sur de l'éplérénone et on a renforcé un peu les diurétiques parce qu'on s'est dit bah il est sorti avec pas assez de diurétiques la dernière fois. Ok. Et vous voyez, la nouvelle évolution, c'est assez catastrophique on n'arrive pas, à chaque fois, c'est le même schéma. Vous voyez, donc c'est vraiment pas un cas de best practice, c'est vraiment un cas de worst practice, je pense. Mais comme ça, on peut discuter toutes les True options. Life. Ouais, true life, voilà. Et il devient symptomatique, évidemment, à mesure que son poids augmente. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on a majoré l'Azilix assez rapidement, donc plus 50%. C'est en général ce qu'on fait, quoi, hein. C'est-à-dire que de 150, si vous voulez avoir un effet, il faut au moins mettre 125, je pense. Euh, et puis, euh, voilà. Donc là, on se pose la question de est-ce qu'on va pas faire des diurétiques IV? Et donc, 3 jours plus tard, là, je fais les diurétiques IV. Alors, les diurétiques IV, en dehors de l'HAD, c'est un peu difficile parce qu'on peut délivrer que des ampoules de 20 mg en pharmacie conventionnelle. Là, j'avais prescrit 120 mg en plus du Péros qu'il avait, plus évidemment le bilan sanguin. Euh, donc là, l'IV, on commence ici. Donc, bon, si vous voulez être sympa avec moi, vous dites, on a un peu ralenti la course. Enfin, vous voyez qu'au niveau des symptômes, ça ne le fait pas du tout, hein. Euh, et au niveau du NT-proBNP, bon, bah, finalement, il y a un peu une stabilité. La créate, on reste en dessous de 300. Euh, euh, et là, j'accélère un peu. Mais finalement, au bout de quelques jours, on voit qu'il continue à prendre du poids. Les infirmières nous signalent qu'elles n'arrivent plus à faire d'intraveineux au domicile en raison du capital veineux qui est trop mauvais. D'accord? Donc, il est hospitalisé en service sans passer par les urgences. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Pas de possibilité de gérer à distance malgré le Lasix IB. Donc il est réhospitalisé. Cette fois-ci, combien de jours je vois pas parce que j'ai pas le truc, mais 6. 6 jours, ouais. Euh,
diurétique IV et faire inject, il fait un peu d'insuffisance rénale, et puis on laisse partir au même niveau qu'on avait l'habitude de laisser partir. Euh, et donc là, on se pose la question de l'HAD avec le PICC-Line. Seulement, il a d'un côté son DEF, de l'autre côté, il a une thrombose qui est due à une ancienne extraction de son DEF. Donc, il n'a pas de possibilité de monter un PICC-Line. Euh, et le capital veineux périphérique est tellement mauvais que donc c'est pas possible de le maintenir en HAD IV, quoi. Et alors, l'ordonnance de sortie, c'est ce qu'avait suggéré Clément, c'est finalement on switch pour Burinex. On switch pour Burinex, on met de l'Easidrex en plus. Et là, il y a une modification qui apparaît, c'est qu'on se tente l'Intresto. On remet l'Intresto à petite dose. Donc finalement, bon, bah, il sort avec Forxiga, Eplerenone, Intresto, premier palier, Biso, et on a changé le diurétique. Et alors là, vous voyez, la courbe, elle est à droite, là. Finalement, voilà, ouais, on arrive à le bloquer aux alentours de 80-82. Et vous voyez que sur les symptômes, il est plus symptomatique, ce patient. Donc là, on arrive vers le 20 juin. Je vous mets le NT-proBNP plutôt en baisse. Par contre, il y a un souci quand même sur la créate, puisque là, on a mis l'Intresto à 250 de créate. On va arriver à 400 et on va se maintenir, on va dire, à 350. Euh, Là, il y a un truc qui se passe. Donc, moi, j'ai majoré le Burinex à 15 mg assez vite. Euh, Ensuite, on est parti sur de l'Esidrex parce il a chopé un érysipèle. Donc, les patients infectés, ils ont besoin souvent d'avoir un support diurétique un peu plus élevé parce que c'est un facteur de décompensation. Là, on arrive à le maintenir à domicile malgré son infection. Merde. Euh, et puis, voilà, ensuite, compte tenu de la créate, on repasse à 10. Puis finalement, on fait alternance 15, 10. Voilà, on fait beaucoup d'ajustements pendant cette période de stabilité que vous avez vue. On arrive à le maintenir jusqu'au mois de juillet. Aucun symptôme. Bon, par contre, la créate, vous voyez, là, on commence à flirter avec les 500. Et au niveau urée, on est entre 40 et 50. Donc là, pendant l'été, il va avoir deux baisses de diurétique. Il va avoir une première baisse, arrêt de l'Esidrex, et finalement repasser à deux comprimés au lieu de deux et trois en alternance. Malgré cette baisse de diurétique, bon, il monte un peu, mais finalement, on arrive à maintenir. Euh, Là, il y a un petit accident que je vais développer. C'est que l'épouse appelle pour dire que fin août, il est plus fatigué. On lui fait faire un bilan. Et là, ce que je vous disais, c'est qu'on arrive à 520 de créate, 53 durées. Donc là, le patient est hospitalisé, quoi. Critère d'hospitalisation pour moi, en tout cas. Il est hospitalisé, mais cette fois-ci, il est hospitalisé en fait pour déshydratation. Euh, donc là, on arrête les diurétiques temporairement, on réhydrate. Il sort avec une créate à 340 versus 500, et un poids un peu majoré par rapport à ce qui était connu comme son poids sec. Et vous voyez qu'après, du coup, là, du coup, on le réhydrate. Et puis, finalement, quand il rentre, on arrive à le maintenir comme avant. Mais l'ordonnance a été modifiée, c'est-à-dire qu'on est reparti sur du Préviscan. Le Burinex, on a diminué, les Hydrex, on a arrêté. L'Entresto, on a arrêté. Les Plérénones, arrêté. Forxig, arrêté. On a tout arrêté, en fait. Donc après, c'est le boulot de remettre en cours. Et là, vous voyez, ça, c'est la dernière copie d'écran que j'ai faite. Euh, Reprise partielle du traitement. On était reparti sur Forxiga, mais je vous avoue que jusqu'à présent, on n'a pas repris l'Entresto. Je vais lui faire un écho d'opéra des artères rénales parce que je me demande quand même s'il n'a pas, euh, c'est un patient polyartériel, s'il n'a pas une séance des artères rénales ou quoi, parce qu'il a pris tellement cher sur la créate avec l'introduction de l'Entresto. Je sais pas. Je sais pas quel est votre avis, les gars, mais après, on peut aussi dire que c'est ça qu'il avait maintenu stable. Donc, c'est un peu, pour l'instant, j'ai pas trop de réponse là.
Et en fait, même là, j'ai préparé ce cas un peu à l'avance. Il a été réhospitalisé récemment là, pour une nouvelle décompensation cardiaque. Alors peut-être finalement que l'Intrexpo a aidé à le maintenir. Euh, voilà. Ah, c'est toute la problématique du syndrome cardio-rénal et la démonstration là sur le côté absorption du furosémide. Moi, globalement, à partir de 250 furosémides, on attaque à l'Esidrex quand il faut les traiter sur une décompensation. On fait 3 jours d'Esidrex et souvent on arrive à s'en sortir comme ça. À partir de 250, j'ai l'impression qu'il y a une bascule et que dès qu'on commence à taper 500 au long cours de furosémide, augmenter le furosémide, on pisse un peu dans un violon. Donc j'attaque vite les hydrex et là, tu as, à mon avis, la démonstration de la synergie diurétique et de la résistance distale qui fait qu'avec les hydrex, on arrive à le maintenir. Après, on tape sur le rein. Tout dépend dans quel projet on est, mais ça a permis de l'éviter d'aller à l'hôpital. Et l'Entresto, à mon avis, et les autres médicaments de fond, maintenant, ils semblent, à mon avis, un peu dépassés. Ouais. Puisque, vu les marqueurs pronostiques que tu as, on n'arrivera pas en tout cas à lui promettre qu'en le remettant, ça l'améliore réellement. Ouais. Par contre, l'attaque des diurétiques a permis une belle période. Si derrière il n'y a pas de projet de dialyse ou de choses comme ça, peut-être qu'aussi il faut se dire que on s'assoit sur la créate et tant que vous avez des urines et que vous n'êtes pas si mal à domicile, Ouais. Parce c'est qu'il là n'a où le pas palliatif. d'hyperkaliémie, il a pas non plus Ouais, d'intolérance des fonctions supérieures sur l'urée, par exemple, hein. Donc, ouais, tu vois, ouais. Et, C'est... et l'ultrafiltration, ça avait donné quoi les dernières études? Non, rien. D'accord. Malheureusement, rien, parce que c'est doué de plein de biais. C'est pas tout à fait les mêmes patients. Et puis, la dureté de l'ultrafiltration fait que tu as beaucoup d'effets secondaires qui vont balancer son bénéfice. Là, ça pourrait pourquoi pas s'entendre si tu étais encore en hypervolémie et que tu étais résistant à ça. Peut-être que là, on n'est pas dans la situation similaire, mais il faut reconnaître qu'on en met rarement. Enfin, nous, en tout cas, à Clermont, jamais. il Non. faudrait une veine aussi, déjà. En plus, il faudra un accès. Donc, Ah, là t'es dans t'es dans la ouais, vraie vie, mais horrible. Hein. ouais, c'est ça, hein. Celui-là, il est pas facile. Ouais. Ouais, celui-là, alors après, j'en ai un plus rapide. Euh, Patient de 87 ans, oui, on n'a pas des super. Vous avez que des jeunes. Ouais, ouais, on a que des jeunes. Donc lui, c'est pas une MCH qu'il a, c'est une amylose. En l'occurrence, sa fraction d'éjection a diminué dans le temps, donc il a plus véritablement 50. Mais euh, c'est un patient bon, qui est un petit peu difficile à gérer, qui a besoin pour le coup, lui, d'être vu en consultation, notamment par notre IPA, pour le recadrer un peu sur l'intérêt de faire ce qu'on lui dit en gros, quoi. Et donc là, il avait un bilan biologique qui sort en alerte, puisqu'il a un BNP presque 10 000, et qui est surtout en augmentation par rapport à ce qu'on connaissait. Et ça, c'est sa courbe de poids sur 3 mois. Donc on voit qu'il y a quand même une majoration progressive du poids, même si sur ces derniers jours, il avait tendance à revenir un petit peu sur son poids de base. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce BNP au plafond qui a presque doublé? Là, j'ai dit, ben, on va demander une transmission manuelle sur son stimulateur cardiaque Medtronic. Euh, et finalement, la transmission manuelle, elle n'a pas pu être faite parce que le patient n'avait pas son télétransmetteur, il était dans sa maison de vacances, il vit un peu partagé entre deux maisons. C'est pour ça qu'on a eu bien une alerte de communication de la prothèse. Donc, lui, finalement, il signale les symptômes et quand il arrive et qu'il fait sa télétransmission, eh ben, l'appareil nous dit il y a un optivol dépassé. Donc, l'optivol, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indice de surcharge pulmonaire, ou en tout cas censé être une surcharge pulmonaire qui est en rapport, c'est l'inverse de l'impédance thoracique. Et l'idée, c'est de dire ben, si j'ai de l'eau dans les poumons, l'impédance va chuter parce que le courant va passer mieux. Voilà. Et donc ça, c'est sa courbe d'Optivol qui monte comme ça sur un mois. Et ça, c'est son impédance transthoracique. L'activité quotidienne nous dit pas grand-chose, en fait. Donc moi, ce que j'aime bien, ça, c'est son poids. Donc là, c'était en train de réaugmenter. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre du recul. Donc là, voilà, on part sur 6 mois et on voit que finalement, l'Optivol, il est en train de décrocher essentiellement. Il a dépassé le seuil
de 60 qui est, disons, en tout cas, en ce qui concerne l'algorithme, est censé être un seuil de décompensation. Il est décompensé a priori par l'Optivol depuis le mois de juillet. Et quand on regarde la courbe de poids sur 6 mois, ben, on voit qu'il y a une évolution assez bien corrélée avec cet Optivol, qui nous fait dire qu'effectivement, ben là, il est probablement insuffisance cardiaque. Donc, il a le NT-proBNP, son Optivol et le poids. Si on regarde que sur un mois, on a l'impression qu'il y a une sorte de stabilité, mais finalement, on repart en arrière. C'est un patient qui fait déjà 4 kilos en 6 mois. Ça, c'est sa courbe de poids. Et sur l'activité, c'est pareil. On voit que finalement, dans le temps, elle a tendance à diminuer aussi, cette activité. Donc, voilà, c'était pour illustrer un petit peu la complémentarité des données qu'on pouvait avoir et pas hésiter à prendre du recul sur plusieurs mois. Euh, donc finalement, on voit le patient qui devient dyspnéique, on lui propose les diurétiques, mais il en a ras-le-bol parce que ça lui rend incontinent, etc. Donc ça, je pense que c'est des discussions que vous avez aussi assez fréquemment. Euh, et puis finalement, notre IPA décide de le voir en consultation pour faire le point sur euh, pourquoi il a besoin de prendre des diurétiques, etc. Et en l'occurrence, elle a bien fait de le voir parce que de façon accessoire, il a des plaies des membres inférieurs à prendre en charge. Mais voilà, bon, ça, ce petit cas, c'était pour illustrer euh, la complémentarité des informations. Et donc, dans son discours d'accompagnement thérapeutique, c'est bon, voilà, il faut faire attention. Bon, à l'hygiène de vie, ok, mais quand on propose des modifications thérapeutiques, c'est quand même mieux de les suivre. Et puis, faire suivre aussi son matériel de télétransmission, quoi. Parce que là, on aurait pu être au courant un peu plus vite de la montée d'Optivol. Et du coup, c'est un patient pour lequel on a activé l'alerte Optivol. Comme ça, la prochaine fois que ça va dépasser 60, ça va déclencher une télétransmission et on n'aura pas besoin de la solliciter. Ah, moi, Euh, c'est le problème que j'ai, moi, Sylvain, sur les quand est-ce qu'arrive l'alerte Optivol et l'alerte triage, sur le fait que j'ai l'impression de le recevoir trop tard. ouais. Et je trouve que c'est un vrai problème parce que tu as raison, ça nous aide à rajouter une strate pour nous, pour mieux jauger nos patients, mais sauf que moi, je les reçois, par exemple, et ben là, tu as l'alerte en septembre, je vais peut-être la recevoir en octobre ou en novembre, et donc ce sera trop tard. Ben, parce Et qu'elle n'est pas, elle n'est pas activée. elle n'est pas activée. Ouais, elle n'est pas Ouais. activée. On ne les active pas. Je Mm. pense que c'est plutôt une bonne option de ne pas les activer chez tout le monde Oui, parce bien qu'il y sûr. a trop de faux Bien sûr. positifs. Mais tu vois, ça, c'est un cas où le gars, je sais que ça va marcher. Ouais. Donc, je le programme. Et là, Donc, tu le dès que ça programmes. va dépasser 60, j'aurais pu mettre 50, on peut faire ce qu'on veut. Mm. Là, ça va trigger la, la transmission de Ouais. tout. Et donc, voilà. Ouais, c'était aussi pour discuter ça. C'est le fait que, effectivement, comme tu dis, si on s'en réfère aux transmissions calendaires, on va dire, ben, c'est un peu de la chance de trouver Mm. l'alerte triage positive. Alors que, voilà, a posteriori, on peut reprogrammer le dispositif pour qu'il alerte sur l'OptiVolt s'il fonctionne. Et il y a des patients, c'est que ça fonctionne hyper bien. Ouais, ouais, Ça bien ne sûr. marche pas, on le laisse désactiver, mais si ça. Voilà. Clément, tu voulais nous parler, on a 10 minutes. Je sais pas si, Ouais, bah écoute, je vais ouais, pouvoir faire un petit cas, ouais, bien sûr. Alors attendez, hop, je vous partage mon écran. j'arrête. Tac. Tac. Ah oui, voilà, ça. Tout l'écran partagé. C'est Ça bon, tu as le droit devrait de être partager, là, ouais? yes. Ah ouais, nickel. Bah je pense, vous voyez. Ouais, Ouais. ouais, ok, ok. Un petit peu. Donc l'idée, effectivement, moi, c'est pour rapidement vous parler d'une pratique qu'on fait à Clermont depuis environ 6 mois, ouais, un peu après, ouais, presque 8 mois, de télétitration, partant du constat assez simple que ben, on doit optimiser nos patients et que globalement, c'est quand même un peu à nous de le faire, étant donné que c'est un domaine de spécialiste, que ça devient beaucoup de molécules, beaucoup de choses. Pour rappel, voilà un peu l'état des lieux sur l'ensemble des thérapies qu'on peut proposer à nos patients dans l'insuffisance cardiaque, qu'elles soient médicamenteuses ou pas médicamenteuses. Bon, bah, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est du domaine du spécialiste et qu'il est logique que nos collègues généralistes puissent ne pas s'y retrouver quand nous, on a du mal à s'y retrouver nous-mêmes. Donc, je prends ça plutôt avec une certaine motivation, un certain honneur, que ce soit à nous de le faire. Parce que les patients, globalement, ils viennent à l'hôpital chez nous, ils sortent en télésurveillance, et notre boulot, c'est qu'ils ne reviennent pas à l'hôpital. Donc, on se doit même, pour l'équilibre de notre service de soins, d'être optimal à ce niveau-là et de ne pas se dire que la délégation va suffire.
Du reste, elle ne suffit pas, puisque ça, c'est une étude notamment en 2022 qui montrait que même les patients qui passent à l'hôpital, on les optimise pas. Vous avez globalement ce qui est en rouge, c'est ce qu'on fait pas bien. Soit les doses ne sont pas introduites, soit elles sont diminuées, soit elles ne sont pas optimisées. Et même à l'hôpital, même dans des gens connus pour insuffisance cardiaque. Et ça, donc, c'est la faute un petit peu de tout le monde. Notre étude la plus récente du professeur Mebaza nous montrait que quand on se donnait les moyens d'optimiser, on protégeait un peu mieux nos patients. Donc, riche de ça, on s'est posé la question de savoir si, du fait, notamment en Auvergne, de la démographie, il était possible de revoir nos patients aussi rapidement que dans Strong HF pour qu'en 6 semaines, tout le monde soit optimisé. La réponse est sans doute non. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait en fait être nécessaire pour titrer un traitement? Et globalement, les données qu'on a là, ça tombe bien, ces données-là, on les a en télésurveillance. Donc, pourquoi pas essayer? Et on a commencé un petit peu comme ça. On s'est dit, on va commencer avec les patients, finalement, les plus simples, qui peuvent répondre à ces critères-là. Le problème, c'est que bien sûr, on le fait pour l'instant de manière un peu empirique. Je sais que plein de centres le font, mais on fait un peu chacun de notre côté. Il n'y a pas eu d'études là-dessus, mais vous allez voir en tout cas sur les cas que je vous montre. Alors, bien sûr, j'ai pris les cas chronologiques. Alors, l'avantage, c'est que je ne les ai pas sélectionnés. Donc, le cas numéro 1, c'est le premier patient. J'en ai 10, je ne vous ferai pas les 10, mais j'ai essayé d'être honnête. Les candidats qu'on utilise, c'est les patients qui sont capables d'avoir tous les paramètres dans Careline, poids, tension et fréquence cardiaque, ainsi que questionnaire. C'est important, notamment pour les premiers, parce que c'est quand même là-dessus qu'on va juger de la sécurité. Et vous allez voir, dans certains cas, c'est plutôt pertinent de pouvoir suivre ça au quotidien. C'est pour l'instant réservé aux patients qui ont besoin d'une titration. Donc les FEVG altérés ou moyennement altérés, où on va aller sur une quadrithérapie, voire parfois une quintathérapie à dose progressive. Et puis, il faut quand même des patients capables de répondre aux sollicitations et d'accepter qu'on leur envoie des ordonnances virtuelles ou directement à leur pharmacie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Comment on fait? Nous, à la sortie de l'hospitalisation, on prend contact avec eux la première semaine. C'est souvent là où ils ont leur biologie qu'on avait déjà décidé de faire à J7, J10 de manière systématique. Et en fonction des données de l'ordonnance de sortie, on va vérifier avec eux qu'ils n'ont pas de symptômes, vérifier la stabilité des mesures. Si globalement il y a des anomalies, les filles passent à moi ou à Manon. Et si tout est dans l'ordre, on va aller commencer à monter le traitement. Donc là, on le fait de manière un peu empirique aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation, je vous montrerai, on monte certaines doses. À chaque fois, on fait un courrier à l'endroit du médecin traitant et du cardiologue. Et puis, on se dit, rendez-vous dans J7, J10 pour continuer à augmenter le traitement. S'il passe en réadaptation, on a eu le cas en fait au départ, on fait une petite coupure parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu conflit. C'était compliqué de télétitrer quelqu'un qui était pendant 3 semaines en réadaptation. Ça perturbait un peu nos collègues de réadaptation et je peux les comprendre. Donc globalement, on s'était dit pendant la réadaptation, vous faites votre titration avec les médecins de réadaptation et puis nous on prend le relais à la sortie. Ça se passe plutôt bien comme ça. Ouais, voilà, le premier cas de télétitration. Pareil, Ouais, ce que vous faites aussi, je pense. Ouais, c'est pareil, je suis d'accord avec toi. La réadapt, c'est aussi un moyen Voilà. de titrer, donc on les laisse faire et après on. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on s'était dit aussi de leur retour. Ils ont dit c'est un peu compliqué pour nous de suivre, donc je l'entends volontiers. Donc le premier patient, c'est une CMD primitive de 65 ans avec une FEVG altérée. À Clermont-Ferrand, on les protège facilement d'une live vest étant donné qu'on a plutôt pensé que certains patients sont éligibles à ce critère de protection rythmique. Réadaptation qu'on essaye de faire. Dans la thèse d'un de mes internes là, qui va passer, c'est 30% globalement des patients CMD non ischémiques qui vont en réadaptation. C'est plutôt pas mal, mais ça pourrait être mieux. Et pour répondre à la question sur la diététique, nous, c'est 30% aussi des patients non ischémiques qui sont vus par une diététicienne en sortie d'hospitalisation. À la sortie, donc le 24 octobre, il avait des peptides natriurétiques assez augmentés, un DFG correct. Il a un traitement de sortie qui est relativement bon, puisque moi, quand j'étais interne, on n'était peut-être pas aussi efficace sur une quadrithérapie. Là, je crois que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nos internes n'ont pas peur. Et ils y vont gaiement, et ça permet de gagner du temps. Donc, on est sur du ramipril pleine dose. On pourra discuter éventuellement le sacubitril, les plérénones qui peut encore monter d'un niveau, le furosémide qui peut baisser, et le bisoprolol qui peut monter. Et donc, globalement, là, je vais vous montrer un petit peu les étapes qu'on a fait. Donc, on a un patient qui suit bien son poids, qui suit bien sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle. On a son questionnaire. Bref, quelqu'un de, on va dire, parfait. Mais c'était le premier, je vous garantis que je ne l'ai pas sélectionné pour ça. En tout cas, il avait des critères qui nous permettaient d'avoir. On recevait ses biologies et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on va commencer. Globalement, il a fait sa réadaptation. Il est sorti de sa réadaptation. Et donc, le 14 novembre, on prend contact avec lui. Tout va bien.
comme nous le montrent les fréquences cardiaques qui ont commencé à baisser suite à son hospitalisation et la montée de son bisoprolol, eh ben, on va pouvoir continuer la titration avec toujours au départ, il y a une stabilité du poids et on va voir que ça va augmenter, mais c'est là où il est aussi important de prendre en compte d'autres choses. On monte le bisoprolol, on baisse le furosémide, on fait une biologie à une semaine, donc avec des chiffres biologiques qui vont nous être rendus, une fonction rénale qui va plutôt s'améliorer par rapport à l'hospitalisation, pas d'hémoconcentration ou de dilution, un potassium qui pose pas de soucis et des NT-proBNP qui restent élevés. Et puis on va continuer comme ça globalement. On va continuer à majorer le bisoprolol, aller pleine dose, on monte les plérénones à 50 mg et une semaine après on refait une biologie. On continue la biologie. Bon, les plérénones n'ont pas détruit le rein, n'a pas monté de manière affolante le potassium, et on commence à voir, alors même si ce sera plus tard, que les NT-proBNP vont plutôt baisser. L'augmentation du poids, soit dit en passant, là, c'est là où il est intéressant d'avoir notre questionnaire et d'avoir les signes EPOF en tête, puisque globalement, si le patient se plaint de rien, un poids isolé ne doit pas remettre en question notre titration. C'est pas parce qu'il a pris 1 kg, en ordre de grandeur, c'est à peu près ça, que je vais remettre du furosémide. Je pense qu'il faut plutôt être lucide et se dire quels sont les symptômes. Par ailleurs, l'impact sur la tension artérielle ou sur la fréquence cardiaque n'est pas très importante, donc on a pu continuer comme ça. Ensuite, chez nous, en réadaptation, ils sont très volontaires sur l'Entresto. Donc, ils ont switché par l'Entresto, qu'à cela ne tienne, on pourra en discuter. Ce qui fait que ce patient, donc on a dit qu'il était sorti en octobre, et 3 mois après, lors de son hôpital de jour, on a le bilan étiologique de sa cardiopathie, qui est donc idiopathique, on a une VO2 qui est normale, on a un patient asymptomatique, on lui en laisse à l'IVEST, il a des NT-proBNP abaissés avec un rein qui est toujours bon, et un traitement de l'insuffisance cardiaque qui est optimisé. On pourra discuter l'augmentation de l'Entresto, mais à titre personnel, si vous êtes asymptomatique, non limité avec des peptides natriurétiques bas, faire porter le risque d'augmenter le traitement n'est pas justifié. Vous avez en plus une FEVG préservée. Bref, un cas de figure qui est complet. On pourrait se poser la question, si on n'avait pas eu la télétitration, ce qui serait passé? Mon sentiment, c'est qu'il ne serait rien passé d'autant, puisque probablement qu'il n'aurait pas pu voir son cardiologue ou son médecin traitant aussi régulièrement, et donc on serait arrivé en hôpital de jour avec un traitement sans doute incomplet, peut-être des peptides natriurétiques encore élevés, peut-être une FEVG pas complètement récupérée, avec une volonté peut-être de mettre un défibrillateur à ce moment-là à tort. Donc je pense que ça nous a permis de gagner du temps. Et le suite de ce patient nous disent que globalement, il va se retaper avec des tensions, des fréquences cardiaques, des questionnaires qui sont très bons. L'augmentation du poids est liée à un monsieur qui va mieux et qui globalement reprend une activité satisfaisante. Donc ça, c'est plutôt un bon résultat. Deuxième cas que je vais faire aussi rapidement, c'est un monsieur plus jeune, 45 ans, mais pareil, une CMD, un peu le même tableau à la base. Il sort le même jour que notre collègue. Et lui, par contre, il a quelque chose d'étonnant, c'est qu'il a du furosémide 60 et du furosémide 40. Donc là, j'en profite pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude. Le furosémide 60, c'est le Lasix LP, le Lasix retard. Il ne faut pas en donner dans l'insuffisance cardiaque. Ça a une libération trop longue pour être efficace sur la diurèse. C'est un traitement de l'hypertension. Sauf que si vous le marquez sur l'ordonnance, il est possible que la pharmacie en délivre. Donc nous, le parti pris, c'est qu'on donne toujours du furosémide 40 mg et ensuite on adapte le nombre de comprimés. Bien sûr, quand on passe à 500, on peut en discuter, mais il vaut mieux mettre furosémide 40 mg et le nombre de comprimés matin et midi pour éviter la confusion en nombre de comprimés, puisque les patients retiennent parfois ça. Donc ça, c'est juste quelque chose qu'on dit aux internes, de ne pas noter furosémide 60, parce que ça serait confusant pour la pharmacie. D'où l'idée aussi d'inclure la pharmacie dans les interlocuteurs de notre télésurveillance. Ce patient, il va suivre à peu près le même trajet que le précédent, avec une fréquence cardiaque, j'ai inversé là, pardon, la fréquence cardiaque qui est ici, qui va diminuer progressivement, la tension artérielle qui, si on était inquiet au départ, on le sera beaucoup moins quelques mois après. Vous avez vu, en augmentant tous ces traitements, la tension artérielle, parfois, elle augmente, et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est plutôt la signe de la bonne récupération de son cœur. Et donc, on va faire à peu près la même démarche. On va titrer les médicaments en surveillant la biologie, et vous voyez que nous n'aurons pas d'alerte particulière, ni sur le potassium, ni sur la fonction rénale, tout au long de la titration de ce patient, en essayant de monter progressivement et en diminuant. Là, je n'ai pas de recette particulière. Mon objectif, c'est d'essayer d'avoir une augmentation proportionnée de chacune des molécules, de faire une biologie à chaque fois que je touche à un traitement qui joue sur les reins, furosémide, plérénone, Entresto, ramipril ou diglyphosine. Quand je monte les bêta-bloquants, je ne fais pas de biologie forcément, parce que je ne m'attends pas à ce que ça modifie la biologie. Et donc, on continue comme ça, avec un traitement qui va être, vous allez le voir, optimisé. Il n'a plus de furosémide, il a son bisoprolol
qui est à sa dose maximale. Et donc lui aussi, il a un peu la même trajectoire. On n'a rien de particulier sur son étiologie. Il n'a pas de limitation à la VO2. Il est asymptomatique. Il a des NT-proBNP qui restent plus élevés que le précédent, mais qui n'a pas de critères de gravité. Il a un traitement qui est optimisé. Certains auraient sans doute peut-être se posé la question de remplacer le ramipril par l'Entresto. À titre personnel, je respecte les indications qui ont été émises sur l'Entresto d'un patient qui reste très symptomatique ou à FEVG altéré malgré un traitement optimisé. Dans cette situation, se posait la question du fait que sa FEVG n'est pas récupérée complètement. Bon, c'est un parti pris, ça peut se discuter. La suite de ce patient, c'est que sur les mois d'après, tout va bien en termes de symptômes, de tension, de fréquence cardiaque et de poids. Et donc là aussi, se pose la question que si on n'avait pas fait cette titration, est-ce qu'il aurait pu bénéficier d'autant de traitements en un temps si restreint? Moi, je pense là aussi que non. Il a été revu par Sarah, notre IPA, je sais qui est là, avec les NT-proBNP qui étaient à plus de 1000, mais qui vont diminuer en avril en dessous de 500. Un patient qui reste toujours asymptomatique, donc une prise en charge que je jugerais plutôt optimale. Alors j'en ai plein comme ça, ça peut ne jamais s'arrêter. J'avais un cas de figure, je voulais juste vous montrer parce que c'est pas mal. C'est un peu plus bas. Je ne sais pas si des gens ont des remarques là-dessus. Non, en tout cas, moi, je partage tout à fait ton avis. C'est que ces deux patients, c'est certain qu'à 2 mois ou à 3 mois, ils n'auraient pas eu le même traitement ni la même évolution sur une Ah prise oui, en c'était charge ça. Ouais, ambulatoire. j'ai même un cas qui peut le démontrer, là, le cas numéro 4. Bref, c'est un monsieur pareil qu'on titre et en fait, il va y avoir une titration repoussée parce que le patient est fatigué. Cette titration, elle va un peu sortir comment dire, de notre suivi et en fait, on va se rendre compte que le patient va voir à 2 reprises et une hospitalisation des cardiologues en présentiel qui ne toucheront pas durant ces 3 consultations, c'est des confrères du boulot, au traitement de fond. Alors que nous, effectivement, en l'espace d'un mois, on avait déjà fait 3 ou 4 modifications. C'est vous dire si l'inertie, elle est inscrite même chez nous, cardiologues. C'est-à-dire que si on n'est pas un peu sensibilisé à ça, le patient a quand même été implanté d'un défibrillateur sans avoir les 2 étapes préalables de titration, on peut se poser la question, déjà nous, dans nos propres rangs, de cette force de pensée, de ne pas vouloir modifier les traitements pour des pensées un peu magiques. Alors qu'on a chez un patient la possibilité de surveiller tous les facteurs de mauvaise tolérance. Donc, ça revient à ma première phrase qui dit que si on ne se donne pas les moyens, nous, de le faire, ce ne sera pas fait par miracle. Donc, je vous incite fortement à vous, à vous prémunir de ça. À vous prémunir de ça. Après, il y a un autre truc sur la télétitration que moi je trouve super, c'est la possibilité de faire sortir les patients plus tôt, quoi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ils sont en hospitalisation parce qu'on les a découverts insuffisant cardiaque ou parce qu'ils ont fait une décompensation. Au lieu de garder à l'hôpital pour titrer pendant une semaine de plus, ils sortent et on sait qu'ils seront titrés à distance. Ça, franchement, c'est génial Ouais. pour les patients, pour le service, pour tout le monde, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'exploite peut-être nous pas assez, mais qui mériterait d'être effectivement. Et ça, on le fait de plus en plus et c'est vraiment Ouais, génial. Je suis bien content. Ouais. bien sûr. Alors là, je vous ai montré des jeunes, j'ai aussi des cas de patients plus âgés, où bien sûr, on va être posé des questions de tolérance un peu plus précises, mais ça marche aussi. Et là aussi, c'est pas parce que le patient est âgé qu'il faut pas essayer de le titrer. Au contraire, c'est lui qui se réhospitalise, c'est lui qui va poser des problèmes. Donc c'est presque à lui qu'il faut plus mettre la pression qu'au plus jeune, même s'il y a la pensée pour le plus jeune du défibrillateur et de ce créneau qu'on a de 3 mois. Mais je pense que voilà, si on se donne pas les moyens, on n'y arrivera pas, puisque c'est malheureusement inscrit durablement dans la plupart de notre manière de travailler. Bon, écoutez, les gars, on va clôturer ce webinaire. En tout cas, Oui, je trouvais ça sympa et ça mériterait de discuter plus longuement sur des cas comme ça. bien Parce sûr. qu'on a tous les mêmes problèmes et qui sont finalement assez récurrents. Et donc, les partages d'expériences sont, je trouve, sur ce plan-là intéressants. On aura peut-être l'occasion de se refaire une session comme ça ou alors au sein d'un congrès, on verra. En tout cas, merci à tous de vous être connectés. Merci Clément, merci Romain. Pas de souci, merci à toi Sylvain. Et une prochaine fois. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.